Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Backseat, bonjour, bienvenue, vous pouvez applaudir, vous pouvez y aller évidemment. Merci le public, merci à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bonjour le chat, comment tu vas le chat? Bienvenue tout le monde, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Backseat, comme tous les jeudis en direct sur ma chaîne, votre émission politique pour la présidentielle de 2022. On va passer 2h30 ensemble les amis, on va parler de plein de sujets d'actualité, et pas avec n'importe qui, puisque cette semaine encore, je suis accompagné de 3 merveilleux chroniqueurs, en commençant par Usul. Salut Usul. Oui, bonjour, oui. Ça va? Oui, ça va. Oui. C'est bon, t'es là, t'es avec nous? C'est bon, je suis là. Ouais. Super, et très content de te retrouver. Avec nous également Léa. Salut Léa. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien? Très très bien, merci. Super, très bien. À ton tour, Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Eh ben c'est cool, je suis très content de vous retrouver. Vous m'avez l'air en forme, souriant, tout ça. Ça s'est bien passé ces derniers jours depuis la semaine dernière? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Léa? J'ai fêté mon anniversaire. Allez, tout ça pour que le chat te dise joyeux anniversaire, Ouais. c'est ça? Voilà. Joyeux anniversaire. Voilà, allez. J'aimerais bien qu'on chante aussi. Non. Et puis, j'étais un peu triste parce que Sandrine Rousseau a perdu la primaire. Voilà. Et toi, tu la soutenais, Sandrine Rousseau? Et moi, je l'ai soutenue, oui. Ok, d'accord. Tout à fait. Et c'est le jour de mon anniversaire, donc j'avais le seum. En plus, c'était le jour. Ouais, c'était pourri. Moi, j'étais là trop bien, on va pouvoir faire la teuf. Mais apparemment, ça a quand même fait la teuf après. Mais on en parlera Ouais, tout à l'heure c'est de la vrai. primaire À écolo. 100 000 voix près. À 100 000. Ah, bah, Non, 100 2000 voix près. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que. Ouais, Et toi, Merci, Usul, le ça va? Toi aussi, c'était ton anniversaire? T'es triste? moi, non, mais je suis retourné voir Dune. Voilà. T'as vu 2 fois Dune Oui, au c'est cinéma? bon, je l'ai vu 2 fois. Tu vas pas faire le record du mec de Kaamelott Non, de 100 fois? non. Puis j'ai pas envie que Alexandre Astier vienne à une séance où je regarde Dune. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je l'ai vu en 3D. Là, je voulais le voir en 2D. Pour voir Et si du coup, c'est mieux? Oui, c'est mieux parce que 3D, c'est un peu sombre avec les lunettes. Bon. Mais donc, non, c'était toujours aussi bien la deuxième fois, sauf peut-être la fin, qui c'est vrai, peut-être un peu molle. Mais sinon, c'est quand même l'émerveillement de tous les instants. Il faut aller voir Dune, Ah ouais, allez voir. bien entendu, de Denis Trop de la balle. Villeneuve. D'ailleurs, ton pseudo vient de Dune. Pour ceux qui Absolument, savent pas. Ouais. absolument. Mais ce sera pas dans la première partie, il n'y a personne qui s'appelle Usul, mais dans la deuxième partie, il y aura quelqu'un qui s'appelle Usul. C'est dans le Dune. roman. Ouais. Voilà, c'est fou. Parce que t'es un grand fan de la. Mais oui, moi je l'ai lu, j'étais début collège, un truc comme ça, à 11-12 ans, j'ai commencé à lire ça et tout. J'avais pour l'instant en imaginaire, on avait surtout le film de David Lynch, un peu daté, un peu vieillot. Donc là, ça fait du bien de renouveler tout cet imaginaire visuel, de revoir ça. Moi, je trouve que ça marche bien. Il y a des gens dans le chat qui disent que la première fois que tu l'as vu, tu t'étais endormi. De quoi? Dune. Mais c'est pas vrai. Bah voilà, c'est pas vrai. C'est une Ils fake disent news. ça. C'est une info de chat. Et toi, Gaspard, ça roule? Ça roule très bien, j'ai pas vu Dune. Mais par contre, j'ai lu Twitter et Comment c'était alors? je tiens à annoncer que désormais, j'essaierai de poser des questions de moins d'1 minute 30 pour en essayant de me contenter des questions un peu plus courtes. Voilà, non, c'est tout. Ah, vous êtes chiants les gens. Non, alors moi j'ai pas eu. Alors si, comme d'habitude, si, on a eu beaucoup de commentaires. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a une chaîne YouTube spéciale Backseat. C'est sur cette chaîne YouTube que vous pouvez revoir les replays de l'émission qui sont séquencés et mis en intégralité aussi. D'ailleurs, il y a un bandeau incroyable qui a été fait spécialement pour vous rappeler de suivre les différents réseaux sociaux de l'émission. Et donc sur la chaîne YouTube de Backseat, surtout n'hésitez pas à y aller. Et moi je lis les commentaires, évidemment, je lis tous les commentaires. On en modère quelques-uns quand même. Ah bah tiens, Et je me suis fait la réflexion en tombant sur le replay de me dire, il nous manque ça là. Quoi, Pour ça qu'on voit quand on vole des extraits chez nous, que les gens les réutilisent, le watermark. qu'on voit un watermark Backseat, qu'on C'est sache vrai, c'est ça. où. Et C'est vrai, c'est Backseat. je le sais parce que moi j'ai volé un extrait de Backseat Ouais. pour mettre dans mon émission, Ouais. mais du coup il n'y avait pas marqué Backseat. Je crois que c'est en réaction à ce vol qu'on Ouais. a décidé. Ah, Non, vous avez raison. Mais j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de ça. Non, mais alors du coup, moi je lis les commentaires, etc. On a plein de commentaires super positifs sur l'émission, de plein de gens qui disent OMG, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé une émission politique pendant plus d'1 heure parce que c'est cool, etc. J'ai eu plein d'autres commentaires qui m'ont dit qu'on a été trop de droite et d'autres trop de gauche. Donc c'est cool. Non mais vraiment. Donc vos commentaires sont les bienvenus et donc ça fait plaisir. Mais non, mais prête pas trop attention, Gaspard, aux gens qui disent qu'il Mais faudrait attends, mais pousser même à toi, moins tu ça. m'as répondu, tu m'as dit sur Twitter, haha, t'as vu? Tu m'as répondu ça quand j'ai mis mon petit disclaimer en disant mes questions sont trop longues. Non, objectivement, mes questions étaient un peu longues. Du coup, maintenant, je vais Mais non, mais essayer t'as pas des questions trop longues. C'est juste que c'est vrai que parfois, Léa et toi, vous rentrez dans des j'ai rien demandé, longues moi. explications. Je te mets dans le panier, t'as pas le choix. D'accord. Vous rentrez dans des longues Bon, c'est vous qui êtes explications. sur un tunnel, là. Ça fait déjà 5 minutes qu'on parle de la longueur des questions, hein. Vous trouvez pas que c'est long? Ok, Léa, on a compris. On va Là, on changer va de parler de sujet. Sarkozy en prison Ouais. là. Bah ouais, un Voilà. vrai truc, quoi. On va commencer à parler des sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Vous êtes un peu trop politique, disent-ils dans le chat. On est un peu trop politique. On bah, politise tout. On va là. parler de jeux vidéo après, t'inquiète pas, ça va arriver. Mais avant ça, comme on est très chiant, on a envie de parler de politique quand même, et notamment la primaire Allez. des écolos, ça y est, on a le résultat, c'est bien Yannick Jadot qui a remporté d'une courte tête le second tour de la primaire des écologistes, et qui sera donc le candidat de ce camp-là à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une courte tête à 51,03%. Est-ce que le score vous a surpris?
Moi ça m'a surpris. aussi. Usul, toi, tu dis oui de la tête. Oui, en plus j'ai tweeté ça direct en disant l'écart est surprenant, quoi, le 49-51. Même d'ailleurs, c'est les gens autour de Jadot qui sont un peu emmerdés. Dans Le Monde, il y a le journaliste ou la journaliste, je sais plus, qui était là, qui a entendu la discussion entre les jeunes là qui étaient dans la team Jadot, qui dit bon attendez, ils allaient tweeter, tu vois, l'écart de voix, on met quoi? Non, on met rien, on parle de la participation et on dit Yannick Jadot, le candidat de l'écologie. Ça les emmerde, 51-49. 2100, Ça les emmerde. 2111 voix d'écart, c'est très peu sur 122 000 votants. Enfin, il y a eu moins de votants, mais 122 000 Ouais, inscrits. il y avait une participation de 85%, je crois. Ouais, c'est ça, il y a à peu Pour les près 100 000 personnes, à peu ouais. près, une vache Ce qui est près pas qui a mal, voté. Alors déjà, première leçon de cette primaire, c'est une réussite, je trouve, en termes d'organisation, en termes de qualité du débat, c'est une bonne primaire. D'ailleurs, je crois que j'ai envoyé un texto à Julien Bayou pour lui dire, en vrai, Big up les Verts. enfin voilà, en tout cas, c'était Ouais. bien organisé. Moi, en tant qu'observateur extérieur, j'ai trouvé que franchement, cette primaire-là, elle était bien foutue, bien ficelée. Mais pour autant, ouais, putain, avec si peu d'écart. Jadot, je pense qu'il a un peu tiré la tronche en se disant merde, je suis pas un candidat Imagine la gueule de... évident, je sais pas, je suis pas incontestable. Voilà, il y a Jadot et il y a Rousseau qui a fait un score quand même loin d'être dégueulasse. Et Sandrine Rousseau très habilement sur la matinale de France Inter hier, qui en a mis une couche en disant Jadot ne peut pas faire semblant que je n'ai pas fait de score. On ne peut pas fermer les yeux sur la réalité que je représente. Alors il y avait un côté un peu bizarre parce qu'on avait presque l'impression qu'elle avait gagné à la manière qu'elle avait de le dire, mais elle appuie elle-même et à mon avis elle a pas tort stratégiquement. Elle appuie sur ce que ça représente, ce score non négligeable qu'elle a fait au second tour face à Jadot. Gaspard, toi tu l'as... Moi, j'étais surpris des résultats. Objectivement, j'avais plutôt penché pour le cas, le scénario où Sandrine Rousseau allait gagner. Ah bon Bah oui, parce qu'en fait, en regardant un petit peu au niveau des reports de voix, Mmh. je me disais, mais en fait, et puis Jadot qui maladroitement essaye d'appuyer un semblant de radicalité sur absolument toutes les matinales sur lesquelles il passe pendant l'entre-deux tours, où il appuie, non, moi aussi je suis radical. En même temps, c'est vrai que plus de 2/3 quasiment des électeurs à cette primaire verte ont voté pour des projets qui sont quand même relativement plus proches d'une radicalité que d'une écologie dite de gouvernement. Moi, ça m'a surpris. Mais il y a plus de 3/4 des Français qui sont persuadés qu'il faut, il va falloir serrer les ceintures, je sais pas, qu'il va falloir des grands changements et qui sont prêts à davantage d'austérité, en tout cas qui sentent que c'est nécessaire et qui l'admettent que c'est nécessaire, qu'il va falloir se calmer un petit peu pour la planète, etc. Donc c'est pas absurde que derrière ceux qui votent et qui s'investissent dans le mouvement écologiste soient plus radicaux que ce qu'ils étaient il y a 20 ans en fait. Et souvent dans les primaires, on a un vote, les militants, les sympathisants, il y a une surreprésentation des gens plus radicaux que la moyenne, etc. Oui. Léa, donc toi tu soutenais Rousseau, hein, tu l'as dit officiellement, tu as été donc déçu, tu l'as dit tout à l'heure, mais maintenant si je demande à Léa, l'analyste avec prise de distance, tu vois ça comment? Moi, je vois ça comme un avertissement, en fait. Un avertissement à ces candidats de gauche qui ont envie d'être un peu trop soft, effectivement, et qui ont cette tendance à se rapprocher du centre, et surtout au-delà des aspects idéologiques, parce que finalement, quand on regarde, moi j'ai regardé le programme de Jadot dans la foulée, puis aussi pour préparer l'émission, on n'est pas sur quelque chose de centre-droit, hein. Clairement, ça reste un programme à gauche. Enfin, il y a des marqueurs de gauche qu'on retrouve, notamment sur l'immigration et d'autres choses, qui, moi, me parlent et qui me semblent être quelque chose de gauche. Néanmoins, il a quand même cette tendance à faire un peu de l'appel du pied au centre, Au socialiste. centre-gauche, au socialiste. Il est très pro-business, voilà. Il est très pro-business, voilà, Ça veut dire exactement. quoi pro-business? Pro-business, bah, ça veut dire la liberté de l'entreprise avant tout, machin. Oui, tout voilà, ça. il est Macron compatible presque. Ok. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que c'est quand même un enseignement qu'il faut tirer de cette primaire. Et j'étais d'accord aussi avec ce que disait Usul. Les gens ont envie de un peu renverser la table, quoi. Je crois qu'ils en ont marre déjà d'être enfermés dans cette espèce de duel extrême droite Macron. Ils veulent sortir de ça et ils veulent des vraies propositions à gauche qui soient pas des propositions un peu mollasses, j'ai l'impression. Donc on verra ce que ça donne. En même temps, ils ont voté Jadot à la majorité. C'est aussi ça. C'est encore une fois, c'est Oui, pas Rousseau. Là, on est en train de parler mais de Rousseau, mais c'est oui, pas Rousseau oui, qui a tout à gagné. fait, Hein. C'est mais- Jadot. Bien sûr, mais à 51%. Et je pense que le poids des 49% veut un peu dire ça, veut un peu dire à Jadot, attention, ok, on a voté pour toi, néanmoins, il va peut-être falloir que tu rajoutes quelques mesures, peut-être des propositions Voilà. qu'avait fait effectivement Alors, Sandrine Rousseau. autre truc intéressant, je pense aussi que les électeurs, en envoyant Jadot à la candidature, savent que Jadot est le plus susceptible de faire une alliance avec Anne Hidalgo et que peut-être qu'une majorité des électeurs écologistes ont envie qu'Europe Écologie devienne le nouveau grand parti de Oui, cette mais gauche-là. Comme on peut considérer aussi que finalement Sandrine Rousseau était la candidate qui était la plus à même de faire une alliance avec LFI, qui reste le parti de gauche qui est le plus encensé dans les À la sondages. À la différence près que absolument personne n'imagine
Jean-Luc Mélenchon se retirait au profit de Jadot. Oui, Alors pas se qu'Hidalgo retirer, mais- au profit de Rousseau. Alors qu'Hidalgo se retirait au profit de Jadot, Tu crois? bah moi je commence à me dire que c'est loin d'être En tout cas, lui, il a annoncé la couleur. Hein. pour deux raisons. Alors lui, c'est très clair. Mm. Jadot, il est très clair. Il est maintenant, c'est bon, j'ai gagné la primaire, ça y est. Maintenant, on va élargir. Et quand il dit élargir, Ouais, ça veut dire on c'est va aller voir derrière les moi, autres, etc. Et donc, ce sera derrière moi. Je pense que c'est pas impossible que Hidalgo préfère être numéro 2 d'un ticket qu'elle imagine perdant en 2022 pour préparer 2027. Mais on aura l'occasion d'en reparler de ça. La stratégie d'Hidalgo. Usul. Oui, je vais refaire un speech que je fais toutes les semaines et sur lequel je vais Qu'est-ce qu'il y a revenir sur les corps intermédiaires et l'utilité des partis politiques. C'est quoi le rapport? Ah oui, oui. Et les partis politiques, c'est pas je fais un hold-up sur un scrutin interne et ensuite j'impose ma ligne, voilà. C'est pas seulement des tremplins pour des ambitions personnelles. J'ai l'impression que ça, on a quand même ça un petit peu chez Jadot, hein, quand même un petit melon. C'est pas le Et, seul. enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé. Oui, oui. Hein. Mais par contre, les partis politiques doivent être en mesure de capter quelque chose qui se passe dans l'air du temps. Pourquoi le PS voit sa primaire volée par Benoît Hamon? Benoît Hamon, qui avait été, donc en 2017, qui avait bien avant de ça, qui avait été parmi les frondeurs, qui avait été viré du gouvernement. Donc le parti qui s'était installé à l'Élysée choisit ensuite, dans une primaire ouverte, les adhérents, les sympathisants, les gens potentiellement électeurs vont choisir Benoît Hamon. Pourquoi? Parce qu'il critique le quinquennat. Alors, il critique le quinquennat et il y a le revenu de base, il y a des trucs qui commencent à flotter, une critique du monde du travail, un truc un petit peu radical sur les robots, on va taxer les robots, un peu radical. Moi, je trouve pas trop, mais Nouveau, pour des gens Oui, qui sortent. pour le printemps républicain, c'est radical. Voilà. Et à ce moment-là, Hamon est celui qui comprend un peu le mieux ce dont la société aurait besoin pour s'apaiser un peu. Peut-être un revenu de base, peut-être un truc comme ça. Et peut-être être un peu moins raciste, des trucs comme ça. Bon. Et Rousseau fait un peu la même chose dans la mesure où elle a capté tout un tas de choses qui sont déjà dans la société. Parce que moi, c'est un truc qui m'a quand même fait un peu halluciner, mais la manière dont parle Sandrine Rousseau, qui est qualifiée de radicale partout, radicale, alors elle est radicale. C'est elle qui met le mot Elle est celle radical. qui a- Oui, je sais. Mais tous les éditos sont là-dessus, sur la radicalité de Sandrine Rousseau face au côté bien peigné de Yannick Jadot, qui va être gentil. Elle est pas si radicale que ça, je veux dire, par rapport au milieu militant et de ce qui se dit et de la manière dont on parle dans le milieu militant depuis 5-10 ans. Ouais, mais... Donc elle a capté un truc qui est déjà là et Ouais, qu'elle va amener dans le champ politique. Et c'est là où tu vois comment le champ politique peut être parfois très éloigné du champ militant. Et c'est dommage. Oui, mais je reviens encore une fois sur le fait que c'est une primaire ouverte, ça s'adresse justement à autre chose que des militants. Mhm. Justement à des sympathisants qui sont moins radicaux que les militants. Ben moi, je dis D'ailleurs, ouais. que les partis gagnent et les candidatures peuvent gagner parfois quand ils arrivent à reprendre ça, des choses qui sont déjà dans la société et qu'ils arrivent à les amener sur le champ politique, Oui, même s'il y a un prix à payer. transposition, bien Il y a sûr, un prix ouais. à payer, c'est que Et tu d'ailleurs, bouscules un jeu qui est bien en place et des médias qui ont l'habitude d'utiliser des mots, de ne pas en utiliser d'autres. Imposer Tout à des fait. nouveaux mots, ça se met à un certain coût quand même. Et là, on a bien vu que malgré, alors on parle de 51-49 aujourd'hui et je finis là-dessus, faudrait voir que les dispositifs médiatiques n'étaient pas exactement les mêmes. Ils n'ont pas eu le droit au même traitement, Jadot et Rousseau. Hein. Rousseau, c'était vraiment, elle s'est fait pilonner non-stop. Jadot, sur les débats. télé, Jadot, oui, d'accord. c'était le lui il est raisonnable, lui il est gentil. Je veux dire, voilà, il y en a une qui a été défoncée et l'autre qui a été encensée par les médias et derrière on arrive à un petit 51-49. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Autre sujet en lien avec ça, dans la foulée de cette victoire de Yannick Jadot, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Danielle Obono, la députée La France Insoumise, qui s'est adressée aux électeurs de Sandrine Rousseau en disant vous avez votre candidate a perdu, désolé pour vous, vous avez un candidat, c'est Jean-Luc. Est-ce que la France Insoumise a raison de faire cette strate? Bien sûr, je pense que c'est intelligent de leur part. Est-ce que Sandrine Rousseau est susceptible de larguer Jadot en cours de route et de rejoindre Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce que vous en pensez? Je te vois faire non de la tête, Léa. Non, alors j'aime beaucoup Daniel, hein, merci, mais non, merci. Pourquoi je pense que parce que c'est. Alors, tu vois, Jules, ce que tu disais, à mon avis, est très juste. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié, du coup, pour avoir quand même bien traîné au sein de l'équipe de campagne ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes de Génération, qui est donc Génération, je vous le rappelle, c'est le mouvement qui a été créé par Benoît Hamon au lendemain de 2017 et qui s'est barré du PS. Donc il y a quand même effectivement ce vase clos entre Génération et la team Rousseau, qui est moins vrai côté LFI. Enfin, les gens qui étaient chez Génération ne sont pas forcément LFI. Donc je ne suis pas certaine que ce soit un électorat que Jean-Luc Mélenchon arrive à capter. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les sympathisants et les soutiens de Sandrine Rousseau sont des soutiens qu'elle est arrivée à se créer lorsqu'elle était aussi militante féministe.
c'est en dehors, elle est partie de la vie politique pendant un certain temps. Elle a créé une association, elle s'est beaucoup investie dans le milieu militant. Et tu parlais de militantisme tout à l'heure, militantisme vraiment au sens associatif, au sens en dehors de la politique institutionnelle. Et c'est ce qu'a fait Sandrine Rousseau pour revenir ensuite avec ces soutiens-là et les réintégrer à la vie politique, ce qui n'était pas forcément évident. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ces personnes-là, ils n'ont pas envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, ça reste un vieux mec qui est là depuis super longtemps et qui représente la politique politicienne et qui représente une forme de politique encore partisane et institutionnelle. Et les gens n'ont plus envie de ça, je pense, pour beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'à mon sens, la candidature de Sandrine Rousseau permettait quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'elle aurait fait du bien au camp LFI si elle avait accepté. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, ça aurait fait du bien au camp LFI, mais je ne suis pas certaine que ses soutiens aient envie de ça. Ouais. Gaspard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette position, la position de la candidate, de l'ex-candidate Rousseau, aujourd'hui, elle n'est pas claire sur le sujet. Elle n'est pas claire du tout. Et moi, ce que je souligne, c'est deux choses, deux interventions de Julien Bayou. Une sur ce plateau et une autre un peu avant à la journée d'été, aux journées d'été des Verts, où Julien Bayou précisait il n'est pas question de se ranger derrière quelconque. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pour nous. Les Verts vont y aller. Pas question de se ranger ni derrière le PS, ni derrière LFI, ni derrière personne. Cette fois-ci, c'est pour nous. Donc la première chose sur laquelle il risque de se contredire. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, sur ce plateau, il nous disait que tous les candidats s'étaient engagés à se ranger et à soutenir le candidat qui gagnerait cette primaire verte. Or, pour le cas, c'est pas super clair. Je suis d'accord avec toi, je ne vois pas Rousseau faire une Manuel Valls, pour dire ça comme ça. Je n'imagine pas effectivement Rousseau dédire de sa propre parole après la confiance qu'elle a créée. Ça va dépendre de la candidature de Jadot, ça va dépendre de ce que va faire Jadot. Ouais, Parce que on parle de Rousseau, on peut parler aussi de son état-major et de ses équipes de campagne. Est-ce qu'elles vont s'intégrer plus ou moins bien à l'équipe de campagne maintenant, qui est celle de Jadot, hein. En gros, c'est l'équipe de campagne de Jadot maintenant qui va mener la campagne d'Europe Écologie Les Verts, en agrégeant quelques autres soutiens qui viendront un peu de chez Piolle, un peu de chez... Bateau, je sais même pas. Ouais, je pense. Oui. Oui. Et mais l'équipe de Sandrine Rousseau, voilà, qui avait une sociologie un petit peu différente, qui était beaucoup de gens qui venaient pas directement de cadre d'Europe Écologie Les Verts, mais qui venaient un peu d'ailleurs. Voilà, ou de génération d'ailleurs. Bon, là, il y a l'équipe, il y a la candidate, et puis il y a tous ces gens qui ont voté pour Sandrine Rousseau parce qu'ils se disaient ça va être autre chose. Je veux qu'on me parle de politique autrement. Cette femme-là arrive à le faire et qui derrière se retrouve avec Jadot. Je suis pas sûr que cet électorat-là qui s'est enflammé pour Sandrine Rousseau ait envie de voter Jadot derrière. Je vais prendre le contre-pied un peu de ce que tu as dit. Je suis pas non plus sûr en effet qu'ils aient envie de voter Mélenchon directement. Peut-être une partie, oui, mais peut-être pas tous. Mais comme une partie ira voter Jadot par ailleurs. Et il va faire la campagne de Jadot. Mais moi ça m'intéresse parce que l'autre truc aussi que je me suis dit en voyant cette primaire, c'est que c'est un peu une mauvaise nouvelle pour les socialistes aussi quand même. Alors c'est vrai que Jadot à 51% et pas vraiment dans une position de force aussi idéale que ce qu'il aurait voulu vis-à-vis d'Hidalgo, même s'il est quand même dans une position de force, pour une autre raison, c'est quand même que les Verts, eux, les écolos, eux, ont fait une primaire. Et que donc il a 100 000 personnes qui ont voté, dont 50 000 qui ont voté pour lui, là où je rappelle que le Parti Socialiste a décidé cette année que ça allait être Hidalgo et pas de débat, et c'est comme ça, on est entre nous, etc. Donc à mon avis, là, Olivier Faure, Jadot, ils vont devoir négocier. Et l'image du parti est super abîmée en plus au Parti Socialiste, ce qui n'est pas du tout le cas chez ELV ou chez les Verts. Ça dépend auprès de qui, mais ouais. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est Jadot qui va être en tout cas qui est le plus crédible aujourd'hui aux yeux de l'électorat français pour porter cette sociale écologie plus que Hidalgo. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, encore une fois, malheureusement, c'est les sondages qui vont être aussi juges de paix. C'est-à-dire que si la campagne d'Hidalgo ne prend pas, mais que celle de Jadot continue à bénéficier d'un élan post-primaire intéressant, moi j'imagine bien, à l'heure actuelle, je vois un scénario où Hidalgo se range derrière Jadot. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois, mais peut-être que dans un mois, je dirais autre chose. Mais elle est quand même maire de Paris depuis des années et elle a fait ses preuves par rapport à un eurodéputé. Député européen, ouais, bon. Je sais pas, en termes de crédibilité, je vois pas pourquoi elle a moins de crédibilité que Jadot. Elle n'est pas tant appréciée que ça. Si tu parles à des Parisiens dans son mandat de maire de Paris, ils l'ont réélu tout de même. Ils l'ont réélu quand même assez confortablement. Là où il y a peut-être une question de crédibilité, c'est pour l'autre raison que tu apportais, c'est C'est plus le PS le problème. Le problème, c'est le logo PS, qui est totalement décrédibilisé aux yeux de tout un électorat de gauche. Et je suis pas persuadé qu'en une campagne, grâce à Hidalgo, ils réussissent à recoller les morceaux et à refaire un grand PS triomphant. J'y crois pas du tout. Donc on va suivre tout ça évidemment de très près dans les prochaines émissions de Backseat. On va continuer à voir ces évolutions dans ce camp-là. Autre sujet qu'on
qu'on voulait aborder ensemble, les amis, c'est la question de la PMA et de la bioéthique, puisque ça y est, les décrets sont parus hier matin, les décrets mettant en œuvre la promesse du candidat Macron d'ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. La loi avait été votée en juin dernier après des années de batailles politiques et parlementaires. C'était une promesse, l'ouverture de la PMA pour toutes, du candidat François Hollande dès 2012, qui avait finalement décidé de retirer ce sujet-là de la loi mariage pour tous, pardon. Non mais on va en parler de la manif pour tous justement après, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc voilà, les socialistes ne l'ont pas fait, mais Macron l'a fait. L'ouverture de la PMA pour toutes, c'était très attendu par les associations féministes, par les associations, par les femmes concernées par le sujet et par toute une partie de la Macronie. Qu'est-ce que je voulais dire ? La question de la loi bioéthique, moi j'ai eu l'impression que cette loi, elle était absolument passionnante, mais elle a duré tellement longtemps dans son débat, elle était tellement profonde, etc., qu'elle n'a pas mobilisé les foules. Pas du tout au niveau de ce qu'avait été l'ouverture du mariage pour tous. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez suivi au cours des dernières années, la loi bioéthique ? Moi, absolument pas. Hein, Très bien, t'es passé voilà, au-delà. oui, absolument pas. Mais est-ce que moi, c'est j'ai lié au fait suivi. C'est ce qu'on appelle les fameux sujets sociétaux. J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. Moi, j'avais mais- suivi, mais uniquement sur la PMA, à vrai dire. Et j'avoue que le reste du projet de loi, je l'ai complètement occulté. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait. Alors qu'apparemment, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. J'avais suivi la PMA parce que, forcément, j'avais accompagné quelques assos féministes dans leur plaidoyer. Et ça, c'était un enjeu. Enfin, ça fait. Le texte, il a été en discussion. Il a été en lecture 4 fois à l'Assemblée nationale. C'est un truc de malade, quoi. 4 fois. 4 fois, parce qu'il y a eu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le Sénat, à majorité, les Républicains, ne s'est pas mis d'accord avec l'Assemblée nationale, à majorité, la République en marche, et donc il y a eu des allers-retours du texte. Ouais, aussi. Et puis même au sein de l'Assemblée, il y a eu des discussions compliquées. Il y a eu de l'obstruction des LR et tout. Enfin, ça a été Ouais, compliqué. absolument. Ça a été très compliqué. Et ça a été terriblement compliqué pour les femmes qui attendaient, en fait, avec impatience, cette disposition. On va rentrer quand même dans le détail justement de cette combat parlementaire parce que je le trouve plein d'enseignements assez intéressants, notamment sur la République en marche. Il se trouve qu'au sein de la République en marche, il y a eu une division sur ce sujet de la bioéthique. Parce que ce sont des sujets difficiles qui touchent à l'intime et donc un peu à chacun député en tant que personne doit prendre des positions indépendamment de la logique de parti. Mais on a quand même vu un groupe de députés de la République en marche qui était plutôt favorable à l'ouverture, au libéralisme politique au sens d'ouverture du mariage, de tolérance, etc. sur les questions de féminisme et d'LGBT. Et une autre partie de la République en marche, plutôt issue de la droite, plutôt rétive à l'idée de faire évoluer ces choses-là, etc. Moi, sur le moment, je me suis dit quand même, on a un petit peu un retour au clivage gauche-droite au sein de la République en marche. Est-ce que vous voyez ça de la même manière que moi ou pas ? Léa ? Alors, oui, alors ce qui est en plus intéressant, c'est que, et je vais peut-être élargir si tu le permets, Vas-y. en parlant aussi de la PPL fin de vie, enfin la proposition de loi fin de vie. Il y a eu aussi la proposition de loi, pour allonger le délai d'IVG, On de en passer parlera, de 12 à 14 semaines. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, hormis le projet de loi sur la bioéthique, le reste, ce sont des initiatives parlementaires. Donc moi je me dis, tiens, c'est intéressant, je trouve que limite les députés de la République en marche, et ils l'ont bien prouvé d'ailleurs, parce ils ont poussé pour la PMA, ils continuent à pousser pour la PPL fin de vie, ils continuent à pousser pour que le délai d'IVG soit étendu. On peut rajouter le cannabis aussi. Même On si peut c'est pas rajouter le bioéthique, cannabis, mais absolument. c'est ça, ouais. Pour certains, là encore, bon, c'est moins évident, mais, Ouais, mais quand même. la PPL fin de vie, je la trouve vraiment particulièrement intéressante à cet égard, parce qu'il y a quand même 300 députés de la majorité et autres groupes qui se sont réunis pour demander au gouvernement, demander à Jean Castex d'inscrire ce texte à l'ordre du jour avant la fin du quinquennat. Donc c'est quand même très emblématique. Et pour la première fois, je voyais un rapport de force très clair entre le Parlement, pas le Parlement puisque le Sénat est exclu, mais l'Assemblée nationale en tout cas, et le gouvernement. À croire que le gouvernement finalement est beaucoup plus réactionnaire que les députés de la République en marche. Donc c'est assez intéressant. Et par ailleurs, il y a eu des évolutions gouvernementales parce qu'il y a eu 4 ans quand même de négociations sur ce truc-là, mais c'était Buzyn, Belloubet qui ont été remplacés aussi. Attends, et puis donc, au début, c'était ça a aussi joué ça, parce tout à que fait. à mon avis, les deux nouvelles ministres, Éric Dupond-Moretti d'un côté et Olivier Véran de l'autre. Véran était tout à fait favorable. Alors déjà, Véran, à titre personnel, il vient de la Ouais. gauche, Véran, donc il était plutôt favorable à ça. Mais même, je crois qu'en tant que nouveau député, que nouveau ministre, ils se sont dit, attends, je vais pas m'emplafonner direct la majorité, j'ai besoin de me faire des c'est copains. clair. Donc on va y aller un peu et mollo. puis il y avait Attends, il y a Gaspard qui Une prend la parole. illustration assez claire, mais je parle sous ton contrôle, Léa, parce que pareil, moi je suis pas un grand expert de cette loi bioéthique. Il y a quelque chose que j'ai appris moi, en faisant mes recherches, c'est la technique ROPA, R-O-P-A. C'est comme ça que ça se dit ?
Je sais Bon, pas, en tout c'est cas, quoi pour vous expliquer, c'est quand il y a un couple lesbien qui souhaite faire un don d'ovocytes à sa partenaire. Mhm. Et ce qui s'est passé de manière très concrète, c'est que les députés LREM ont poussé pour que ce don d'ovocytes d'une femme à sa femme puisse se faire. Sauf que, en fait, très concrètement, il y a une députée, enfin, la plupart des députés LR qui ont dit non, c'est une forme de GPA si on fait ça. Et finalement, alors que ça avait été, il y avait une impulsion en plus de ça de la part des assos LGBT envers les députés LREM pour faire passer cette technique ROPA, donc de don d'ovocytes, à sa partenaire. Finalement, c'est Agnès Buzyn et Olivier Véran qui ont dit non, on ne peut pas le faire, c'est contraire à notre éthique, c'est un don dirigé de gamètes. Un don dirigé. Et est-ce que finalement, quand on fait... moi, ce que j'ai pas compris, c'est ce don dirigé comme si c'était un acte invasif. Et quand ils parlent de don dirigé, en vérité, ils disent c'est de donner un peu... Mais en fait, finalement, un quand tu... Je comprends. Spermatozoïde... Non, ce que je veux dire, c'est que... Tu vas en dire où, Gaspard? Cette histoire de don dirigé, je suis en train de faillir à ma promesse de début d'émission en plus, mais cette histoire de don dirigé, je ne comprends pas parce que finalement, quand tu mets tes spermatozoïdes dans ta conjointe, c'est un don dirigé, c'est un acte invasif également. Je ne comprends pas. C'est clair. Je ne comprends pas pourquoi ce don d'ovocytes envers sa partenaire ne Honnêtement, fonctionne je pas. sais pas. Je pense que l'enjeu est moins de temps sur ces enjeux-là que sur les enjeux de filiation. C'est surtout là-dessus qu'il y a eu des embrouilles. Ils se sont embrouillés de Ils ouf se sont embrouillés de là-dessus, ouf là-dessus parce qu'une Ouais. partie de la droite était très à cheval sur le sujet. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi l'autre leçon que je trouve assez intéressante de ces enjeux bioéthiques, c'est la droite, parce que on a retrouvé une petite minorité de députés et de sénateurs, les Républicains, très opposés à toute évolution, etc. Et on a vu aussi les réseaux de la Manif pour tous donc essayer de se réchauffer. Il y a eu des mailing lists qui sont partis, il y a eu des textos qui ont commencé à circuler en mode venez, on refait le second tour de la Manif pour tous acte 2, parce que rappelez-vous, la Manif pour tous à l'époque de l'opposition, donc ça a été un vrai moment fondateur de la droite, la Manif pour tous, faut pas la négliger, c'est un moment important dans l'histoire de la droite en France, avait dit on sait très bien que derrière le mariage pour tous, il y a la PMA puis la GPA, c'était leur argument. Et donc là, ils sont opposés au mariage pour tous, ça a été voté, et donc là, ils ont dit, ah bah ça y est, vous nous faites le coup de la PMA, on l'avait bien dit, etc. Donc il y avait une vraie envie du côté d'une partie de la droite de se remobiliser dans la rue, et ça n'a pas pris du tout. Ils n'ont pas réussi, putain. La seule fois qu'ils ont fait une grande manif à Paris, c'était après le vote du texte en première lecture, donc déjà, bonjour ta mobilisation. Et puis ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, ils n'y arrivent pas. Et moi, j'en viens à me poser la question de savoir, est-ce que la droite a pas en fait évolué? Ça y est. Entre 2013 et 2020, en fait... Il y a un truc C'est qui la s'est société, passé. c'est pas la droite. Oui, c'est pas la droite. Oui, mais c'est la société, mais du coup la droite aussi. Ben oui. J'ai l'impression que, pareil, il y a un truc, ça a été relevé par des journalistes du journal Le Monde qui ont regardé tous les débats à l'Assemblée nationale. Ils ont dit qu'il y a eu beaucoup moins d'homophobie dans les propos des députés de droite que ce qu'il y avait en 2013. C'est qu'il y a une espèce d'intégration de l'idée. Moi, j'ai vu des gens de droite me dire oui, bon, écoute, il y avait le mariage pour tous à l'époque, je m'en souviens, mais maintenant c'est bon. Enfin, sous-entendu, bon, voilà, écoute, non, mais très bien. J'ai envie de dire comme Sandrine Rousseau, oui, les temps changent. Oui, finalement. enfin, excuse-moi de mettre ça en résonance avec ce que tu dis aussi souvent, qui est la droitisation du débat public. Oui, mais pas sur toutes les questions. Et ben voilà, Pas sur sur cette toutes les question-là, moi questions. je trouve ça intéressant de dire, j'ai l'impression que la société française, depuis la Manif pour tous, Oui, elle a fait oui. un bond en avant dans le sens de plus d'acceptation, de plus de Il y a tolérance. encore des irréductibles. Toujours. Oui, mais regarde, ils sont méga minoritaires. Mais regarde, Boutin ne représente plus rien, Poisson, il rejoint Zemmour. Tu vois, ces gens-là, en fait, cette Zemmour, il droite-là... représente 13% dans les sondages aujourd'hui. Zemmour, oui, non, c'est vrai, t'as raison. mais prenons Pascal Praud par exemple. Mais c'est un bon exemple. Ouais. Bah oui, parce que lui, il est turbo-raciste, pas de problème. Il fait des plateaux entiers de racistes où il parle d'islam pendant 1 heure, etc. Et puis la PMA, par contre, ah non, la PMA, d'accord. Non, parce que moi je vois bien ma fille ou je sais plus quoi, enfin je sais plus ce qu'il a, mais il y a une histoire familiale parfois, et puis au bout d'un moment, en fait, parfois t'es bousculé par tes enfants, ah oui, bon d'accord, la société avance, et peut-être que il y a 20 ans c'était pas le cas, et peut-être qu'il y a encore des familles dans lesquelles les vieux sont réticents, ils sont pas chauds, ils achètent le Figaro Vox, ils voient quand même les trucs, mais bon. Mais bon, en même temps, leur fils, il est avec un homme, et bon, bah, c'est comme ça, et puis bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, c'est mieux que quand on l'insultait, ou qu'on le reniait, ou que des familles se brisaient, ça passe mieux, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça aussi qui se passe. Ouais, non, mais t'as peut-être raison. Et peut-être que le mariage pour tous a aidé en fait. Mais je pense que, souvent que l'apocalypse n'a pas eu lieu. Puis il y a des familles bourgeoises bourgeoises dans lesquelles il y a plus de chances qu'il y ait un homosexuel qu'un musulman à un moment, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. De fait. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je pense qu'effectivement, finalement, le fait d'avoir poussé via le mariage pour tous, c'est comme pas mal de réformes, en fait. Tant que le législateur ne passe pas par là, les gens sont contre. Et puis après, quand c'est rentré dans la loi et dans le quotidien, dans le paysage au quotidien, finalement, ça passe, quoi. C'est peut-être ça aussi.
Il y a un autre sujet sur lequel il y a encore un blocage, c'est sur la question de l'IVG. La fameuse, tu en as parlé tout à l'heure, extension du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines. Là aussi, on sent une volonté d'un certain nombre de députés de La République En Marche d'avancer et on sent une réticence du gouvernement qui a bien l'intention de renvoyer ça aux calendes grecques. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron veut garder ça pour sa campagne ? Sous-entendu, je précise ce que je suis en train de dire, Emmanuel Macron a bien une grosse faiblesse sur sa jambe gauche, on va le dire, donc il pourra dire la PMA. Et regardez, il y a eu la PMA, on a avancé là-dessus. Regardez 2-3 autres dispositifs qu'on a mis en place, on a quand même fait des trucs un peu et de droite et de gauche, mais il a besoin de garder quelques cartouches de gauche, sur des marqueurs identifiés à gauche, dans sa campagne, et peut-être qu'il veut se réserver le délai de l'IVG pour sa campagne. Non ? Toi, tu fais le nom de la tête, Moi, Léa, tu crois pas ? je sais que non, a priori non. Il était furieux que les députés votent pour. Puis il l'a dit dans Elle, il est absolument pas favorable, pas une seule seconde. Genre, c'est niet. Il n'y a pas de raison. Je vois pas comment il peut back up là-dessus. Avec son Peut-être sur la fin de vie. Je le vois mieux évoluer sur la fin de vie que Ouais. sur l'IVG, sincèrement. Il a bien commencé là. Rien que ce mois-ci, il y a eu la contraception prise en charge pour les femmes de moins de 25 ans. Il y a ce sujet de la prise en charge également. D'ailleurs, c'est ma carte blanche, donc je ne vais pas spoil, mais des psys, en fait, la prise en charge des psychologues. Ouais, il lâchera pas À davantage. ses limites. Ouais, non, mais en tout cas, ça commence. Et non, mais la fin de vie, ça revient en plus avec Lynn Renault à l'Assemblée nationale cette semaine. Oui. Donc, je sais pas, moi je le vois plus faire un petit move sur la fin de vie que sur l'IVG. Oui, puis ça intéresse plus les vieux, c'est les vieux qui votent pour lui. Donc, Qui votent, Il y a quand même un dernier sujet sur cette espèce de micro-rébellion en interne des députés En Marche qui veulent aller plus vite que le chef de l'État avec le gouvernement. C'est aussi un aspect très sociologique de toute cette génération de néo-députés En Marche qui veulent pas être réélus l'année prochaine. Donc ils sentent bien que là, ça y est, c'est les derniers 8 mois de leur candidature, de leur mandature, de leur vie politique et ils vont s'arrêter. Mais il y a un petit côté YOLO. Il y a un petit côté, bon, attends. Comme chaque fin de mandature. Est-ce qu'il serait pas temps, tu vois, c'est un peu tard, est-ce qu'il serait pas temps de, je sais pas, de poser mes ovaires sur la table et d'y aller en disant, moi je suis pas d'accord avec le gouvernement, moi je veux que ça avance, donc on y va. Caroline Janvier sur le cannabis. Ah il y en a plein qui font Il ça. y en a plein, je le sens un peu chez certains députés quand j'en parle avec eux. qu'on avait reçu sur la fin de vie, elle est à fond quoi. Sur la fin de vie, sur les évolutions institutionnelles, il y a une Boutiel nous l'avait dit, on en parlait un peu en backstage avec elle aussi, tu la sens avoir envie d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que Emmanuel Macron, sauf que ces gens-là ne se projettent pas dans un second mandat. Il y a le point de pied ici. Si, même Caroline Janvier en l'occurrence. Caroline Janvier aussi, ouais. Mais donc, je trouve qu'il y a une sociologie aussi parlementaire là-dedans qui est intéressante à regarder. On va suivre ça de près encore une fois. Chers amis, comme chaque semaine, je vous avais demandé de me préparer une petite carte blanche. Voilà, vous allez chacun, l'un après l'autre, avoir un petit moment pour nous parler d'un truc dont vous voudriez parler, simplement, sans que ce soit forcément un sujet de débat entre nous. On commence par qui ? Gaspard, ça te va ? Allez, c'est parti. Allez, let's go. De quoi tu veux nous parler ? Alors, chers amis, comme dirait Sonia Mabrouk à Panier-Runacher sur Europe 1, joyeux Noël les amis. Moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui du fait que le président de la République n'a jamais aussi bien porté son prénom. Dieu est parmi nous, c'est la signification d'Emmanuel. Il a envoyé valser les barrières budgétaires et le budget 2022, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui, est vivement critiqué par l'opposition, mais pas que, également par le Haut Conseil des finances publiques qui est, pour expliquer au chat, une instance complètement indépendante qui est chargée d'évaluer la crédibilité. Et par lui aussi. Et par lui, Attends, donne-le-moi, je vais le montrer à la caméra. et par Édouard Philippe. Kung Fu Panda, là. Il est... Par exemple, Philippe, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, qu'on embrasse et que j'aimerais bien qu'on reçoive sur le plateau de Backseat d'ailleurs. Continue, Gaspard, c'est Gaspard. Ce dernier cadeau en date du chef de l'État, on l'a pu le lire hier sur son Insta, c'est l'annonce des consultations de psychologues qui seront désormais intégralement remboursées à partir de 2022 sur orientation par un médecin. Ça peut changer pas mal de choses. C'est ce qu'on a pu lire en tout cas sur son Insta. Un super post et une réforme qui risque de séduire un certain nombre de jeunes Français qui ont quand même pas mal douillé ces dernières années avec des confinements à répétition et notre morale qui a été pas mal foutue en miettes. Mais finalement, j'ai envie de poser la question, et peut-être que vous aurez un avis là-dessus. Est-ce que tout ça, c'est pas une fausse bonne nouvelle ? Bon, je passerai le fait que quand Véran annonce la gratuité, il dit de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans il y a 21 jours, le 9 septembre 2021, on utilise le mot gratuit. C'est important de ressouligner que gratuit et pris en charge, c'est deux mots différents. Ça ne veut pas forcément dire la même chose, comme si personne, au fond, ne payait pour cette mesure sociale qui est tout bien toutefois, mais c'est important de souligner que c'est pris en charge et pas gratuit. Et l'anguille
sous roche ici pour les séances de psy, soi-disant remboursées, c'est que seules les séances plafonnées à 30 ou 40 euros seront prises en charge. Je ne sais pas si vous avez consulté un psy déjà, si vous avez déjà cherché un psy, mais bonne chance pour trouver à ces tarifs-là et de trouver des professionnels qui seront OK de pratiquer ces tarifs, particulièrement ceux qui sont en région parisienne. Avant de rembourser la séance chez les psychologues libéraux à des tarifs à côté de la plaque, est-ce qu'il ne serait pas temps d'améliorer la prise en charge dans les services publics? J'ai une psychologue qui m'a écrit sur Instagram et qui me dit aujourd'hui il y a plus de 6 mois d'attente dans les CMP. Les CMP, c'est les centres médico-psychologiques. Je vous pose la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt améliorer Les le service CMP. public? Merci Gaspard pour cette carte blanche, merci à toi. Léa, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui, bien volontiers. Je vais commencer par un fémage. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Comme un hommage, mais Ouais, pour une c'est ça, femme. pour une femme, Ouais. exactement. Ah. Et c'est un fémage à Jennifer Philippon, qui est morte hier, en fait, tuée par son compagnon, alors que leurs 4 enfants étaient présents à leur domicile. C'est le 88e féminicide depuis le début de l'année. Donc voilà, je voulais commencer là-dessus. Je continue dans ma lignée sur la protection et la promotion des droits des femmes pour vous parler de la campagne Double Peine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu ça sur Twitter. C'est un hashtag. En fait, c'est un appel à témoignages qui a été lancé par des militantes, des journalistes et des associations pour recueillir les témoignages en fait, des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et qui vont dans les commissariats et qui souvent se prennent des remarques du genre ah, vous avez été violée, mais est-ce que vous avez joui? Il vous a mis une main au cul, mais bon, quand même, fallait pas mettre une jupe comme ça. Ah, vous avez été filmé sous votre jupe. Ah oui, non, mais faut pas porter des jupes aussi courtes. Enfin bref, tout ça. Il faut quand même préciser que l'organisation Nous Toutes avait fait une étude qui montre que 6 femmes sur 10 sont maltraitées lorsqu'elles vont déposer plainte pour des agressions sexuelles dans les commissariats. Donc je pense que c'est assez important de le souligner. Et je salue vraiment cette campagne qui est très importante. Et aller jeter un œil, c'est très important. Et d'ailleurs, la préfecture Oui, d'ailleurs, Montpellier, alors a réagi en parlant de diffamation. C'est Anna Toumazov de mémoire qui a commencé cette campagne en allant recueillir en fait des témoignages de jeunes femmes agressées au commissariat de Montpellier, exactement. Et effectivement, la préfecture de police a répondu avec beaucoup de délicatesse en disant que c'était complètement scandaleux, que c'était de la diffamation, enfin tout ça. Ce à quoi j'ai envie de dire à la préfecture, écoutez, si vous êtes si sûr de vous et que vous croyez vraiment que les femmes sont bien accueillies dans un commissariat, bah faites un procès en diffamation, ça va se régler devant un juge. Par contre, prévoyez des files d'attente dehors pour toutes les femmes qui vont venir témoigner. C'est vous qui voyez, si vous voulez jouer au con, allez-y. Hein. Ouais, c'est clair. Usul, c'est à ton tour. Oui, ouais. Moi, je vais vous parler ah oui, j'avais fait mettre des images de côté. J'ai regardé, pour des gens qui n'auraient jamais écouté, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, Jean-Luc Mélenchon. Pour des gens qui n'auraient jamais Qui écouté ça du Jean-Luc Mélenchon sur le temps long, ou qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon en meeting c'est chiant, je vous conseille, voilà, ça c'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, Jean-Luc Mélenchon avec les étudiants de l'École supérieure de commerce de Paris. Et alors là c'est génial, parce que là on a un Jean-Luc qui est, on va dire, calme, pédagogue, qui essaie d'expliquer longuement ses raisonnements, ses théories, en face de gens qui sont plutôt de droite. On est sur des fils à papa, qui ont payé une école quand même relativement chère, très sélective, etc. Mais qui l'applaudissent quand même. Qui l'applaudissent parce que voilà, on sait se tenir chez les bourgeois. Non, il y a deux Oui, après, c'est pas parce que il a eu tes 2-3 parents tonnerres sont blindés d'applaudissements. que tu peux pas être sensible aux idées de gauche aussi. Oui, très bien. Mais je sais bien. Continue. Le fait est que là, ils sont quand même engagés. Voilà, école de commerce, t'as déjà un tri, tu vois. Il y a des gens, c'est des enfants de bourgeois, ils veulent devenir peintres. Bon, ceux-là, oui, ils vont peut-être voter Mélenchon plus facilement que ceux qui vont en école de commerce. Bon, ceux qui sont en école de commerce, en tout cas, ils écoutent Mélenchon. Et Mélenchon, bon, alors les questions sont un peu nulles, hein, les questions des présentateurs. Tu l'as regardé, tu confirmes, c'était pas ouf. Hein, le niveau mais des c'est très bien questions. qu'il le fasse. Moi, j'aime bien. Mais il y a pire que les questions des animateurs, il y a les questions du public. Et alors là, tu te retrouves avec Jean-Luc qui a fait des développements énormes sur la géopolitique, alors comme d'habitude, hein, l'économie de la mer, la transition, les amis, écoutez-moi, j'ai un grand plan, machin. Mais vraiment le Jean-Luc intello qu'on aime bien, quoi, qui vraiment théorise pourquoi la solidarité c'est mieux que le Oui, c'est chacun vrai pour soi. qu'intellectuellement, il est bien. Pourquoi la créolisation c'est mieux que de commencer à fliquer les gens selon leur couleur de peau, etc. Il met 1h30, puis après les questions c'est oui, et le grand remplacement, les petits bourgeois sont très fixés là-dessus. Hein.
Hein. Et là, c'est Frédéric Dabi qui confirme ça dans Challenge. Du coup, c'est pour ça aussi j'avais Challenge. Frédéric Dabi dit ce que je dis souvent d'ailleurs quand, par exemple, ce que nous avait dit notre invité de la semaine dernière, les jeunes votent à l'extrême droite. Il avait dit les jeunes votent Marine Le Pen. On s'était un petit peu accroché là-dessus. Européenne. Frédéric Dabi, qui est donc le directeur général de l'IFOP, nous précise c'est le cas surtout des jeunes disposant de revenus élevés. Parmi eux, le vote Le Pen dépasse de 8 points la moyenne globale. Le poisson pourrit par la tête. C'est important de s'en rendre compte. Et tu le vois particulièrement quand tu regardes les questions que ces gamins posent alors qu'ils ont eu le droit à 1h30 de développement sur des sujets très divers, très intéressants, l'économie, la santé, l'environnement. Et derrière, leurs 2 questions de suite sur « Ah ben oui, ben moi avant j'allais acheter un Saint-Louis de jambon beurre et puis maintenant il y a des Arabes qui ont repris la boulangerie, maintenant il n'y a pas de jambon beurre, c'est pas trop la République. » Et tu vois, c'est ça votre niveau. C'est ça les élites. Oui, c'est ça. C'était ça. Il y a eu ça comme question. Et derrière, c'était pareil. Oui, mais il y a des gens, ils veulent pas s'assimiler et machin, tout ça. On a des élites complètement fumées. Hein. Complètement C'est fumées. quelle école C'est quelle école C'est les SEC. Le SCP. C'est le SCP, pardon. c'est le SCP. Pas les mardis de l'ESSEC, c'est le SCP. Qui font ça d'ailleurs à chaque présidentielle. Et moi, je trouve ça très bien que les facs, les écoles organisent en fait, ils font venir les candidats à la présidentielle devant les étudiants pour un temps d'échange, etc. Et je trouve ça très cool parce que, enfin voilà, les étudiants ont aussi le droit de poser des questions et tout. Peut-être qu'il aurait été mieux reçu à ça. Mais pour le coup, non, mais tu vois, mais c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me pose la question de savoir comment est-ce que les gens dans l'autre sens, enfin, je veux dire, si un candidat de droite vient dans des cercles étudiants bien de gauche, quelles seraient les questions de la salle? Genre, et comment est-ce que les étudiants de droite les liraient? Paris et se diraient, 8? mais putain, Je pense qu'il va se faire pourrir juste. Hein. bah non, enfin, je pense Ah si, il va se faire jeter des trucs. Hein, si tu mets une bah voilà, conférence bah de justement. Fillon à Paris 8, il se fait juste jeter des trucs. Bah justement, du coup, les gens de droite, ils voient ça, ils disent ah bah, c'est ça la gauche, ça c'est les Mais gens en qui fait, jettent il des y va trucs, là. pas Ah ouais, déjà. d'accord, bah bravo. Il y bah, va super. pas. Déjà, il y va pas. Bah, ça. déjà, il y va pas, ouais. Tu vois, Mais, Mélenchon, il a quand même le mérite d'aller dans des endroits où apparemment il sera pas forcément très bien accueilli. Là, c'est intéressant, mais Fillon à Paris 8, bon, déjà Fillon c'est mort, mais Je sais pas. je l'imagine pas du tout. Une seule Excuse seconde, les gens de gauche ou les gens issus de classes populaires qui n'ont pas envie de s'entendre raconter, apprendre la vie par des bourgeois qui Et en ont même temps, méprisé t'aurais regardé- leurs parents. Non, mais je sais que tu as beaucoup de mépris sur les étudiants en école de commerce, mais Ah non, est-ce que je faisais tu aurais l'inverse. regardé est-ce que tu aurais regardé ce genre de truc de la SCP si ça n'avait pas été Mélenchon? Ouais, une fois, il y avait Frédéric Lordon qui était allé devant les étudiants de l'ESSEC. Non, mais t'as un C'était très cliché. marrant aussi. Et c'était non, c'était plus que marrant, c'était vachement intéressant. Parce que lui-même a fait l'ESSEC, si je dis pas de conneries. Hein. Oui, lui, oui, je crois, oui. Alors, Ou lui, il est personnellement, vient enseigné, de là. ou je sais plus. Donc il y avait aussi un truc un peu personnel Ouais, sur, ouais. sur son rapport à ça, etc. Mais non, mais enfin, bon, non, mais Xavier très bien. Bertrand à Nanterre propose le chat, c'est pas mal ça. Mais non, mais très bien. Ouais. Mais si une partie de la gauche était plus ouverte d'esprit, peut-être que oui, on aurait des La gens droite. de droite qui viennent. Non, de gauche, qui on aurait peut-être des gens de droite qui accepteraient de venir. Typiquement, la fête de l'UMA. Tiens, bon exemple, la fête de l'UMA. La fête de l'UMA, chaque année, ils invitent des gens de droite à débattre avec eux. Parce que les communistes, dans ce pays, il faut le savoir, ils aiment le débat, ils aiment la démocratie, ils ont du respect, etc. Donc, Ouais. chaque année, il y a déjà eu Éric Woerth qui est allé. Il y a, je crois, Juppé y était allé une année. Et il y a eu, comment il Il y a eu s'appelle Pécresse cette année. ouais. Et Pécresse cette année. Qu'est-ce que j'ai pas vu sur Twitter de la part d'une bande, enfin vraiment des gens qui est intolérant au possible en disant mais comment ça, la fête de l'humain invite des gens de droite, non mais ça va pas. Les mecs tous les ans ils font ça à la fête de l'humain. Genre le débat ça fait partie des valeurs historiques du communisme en France. Donc je sais pas, bref, laissez les gens débattre. Mais Je vous il y a dis, aussi c'est bien quoi. Il y a aussi beaucoup de nouveaux votants qui sont arrivés. Là, ça fait 10 ans qu'il y a des nouveaux votants qui ne connaissaient pas la fête de l'UMA. Et moi, je ressens ça, en fait, parce que du coup, j'ai des potes en école de commerce, moi-même étant dans le lot. Et du coup, par rapport à cette histoire Zemmour, moi, ce que je remarque, c'est quand j'essaye de ressouligner des interventions de Zemmour d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, parfois même à l'époque de On n'est pas couché, les types s'en souviennent pas du tout, voire n'en ont jamais entendu parler. Et moi, je pense aussi qu'il y a... les nouveaux médias et les médias tradis, mais en tout cas les algos, la manière dont sont faits les algos et YouTube, la manière dont ils ont fait monter Zemmour. Aujourd'hui, il y a une communauté TikTok Zemmour avec des espèces d'effets Dark Age, Napoléon. On aura l'occasion, ouais. Du coup, dernière carte blanche, c'est la mienne. Alors, j'avais pas vraiment préparé un truc, mais comme vous le savez, du coup, la semaine dernière, il y a eu le débat Mélenchon-Zemmour. Il se trouve qu'il y a plusieurs streamers, dont Hugo Sardoche, Denis Herraz, etc., qui ont voulu le streamer, sauf qu'ils n'avaient pas demandé les droits et que BFM TV a décidé de striker pour atteinte au contenu droit d'auteur. Ça a généré un débat sur Twitter. J'ai été pris à partie par plein de gens parce que moi je suis un historique de la politique sur Twitch, etc. Donc c'est un sujet un peu complexe. Il se trouve que j'ai rencontré BFM TV aujourd'hui. On a eu l'occasion d'en discuter parce que je voulais qu'on se parle de ce sujet-là et d'autres. Et pour le coup, c'est assez intéressant parce que clairement, tout le monde identifie le fait qu'il y a un enjeu en fait sur la possibilité d'avoir accès à la politique pour les jeunes sur des plateformes comme Twitch. Personne n'est, en tout cas du côté de BFM TV, de ce qu'ils m'ont dit, ils sont en fait plutôt conscients du fait que c'est important de laisser les choses se faire.
qu'en tout cas nous on puisse avoir, enfin nous les gens sur Twitch on puisse aussi avoir accès à la politique. Pour autant on était tombé un peu d'accord BFM TV et moi pour dire que ça peut pas être la jungle, ça peut pas être n'importe qui diffuse n'importe quoi sans demander rien à personne, etc. Donc il y a peut-être un moment que je trouve intéressant, un moment de maturité sur notre plateforme, sur nos pratiques et sur nos métiers, où il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on demande les droits. La télé aussi de son côté a fait du chemin. Même BFM ils m'ont dit c'est fini l'époque où on reprend des contenus d'internet sans rien demander à personne, parce que la télé l'a fait pendant très longtemps, ça a méprisé les créateurs sur internet et rien citer, demander de droits à personne, etc. Moi maintenant quand des chaînes de télé veulent diffuser des extraits de Backseat, ils me le demandent avant. Et c'est normal en fait, la pratique dans le métier c'est ça. On doit demander l'autorisation à l'auteur pour citer son œuvre, pas pour citer mais pour la diffuser. Il y a quand même le droit de citation, etc. Mais c'est un peu particulier. Et donc du coup voilà, donc là on est à l'orée d'une élection présidentielle où beaucoup de choses vont encore se passer à la télévision parce que la télévision a des moyens de production qu'on n'a pas sur Twitch. Moi j'ai créé Backseat pour justement qu'on n'ait plus besoin que de la télévision pour se parler de politique et tout. Donc je suis très content qu'on ait des invités politiques qui viennent ici. Mais voilà, il y a une crise de maturité actuellement, je trouve, sur Twitch et que j'ai hâte de voir les développements qu'on va avoir. Et pour l'instant, de ce que j'ai à la télévision, les interlocuteurs que j'ai seront loin d'être débiles. Ils ont envie que ça avance dans le bon sens et qu'on se parle, etc. Non, mais c'est vrai parce que moi j'ai été le premier. Je précise parce que c'est Non, important. parce que pendant des années, moi j'étais le premier à développer le discours de la télé. C'est vraiment des vieux cons qui comprennent. Il y en a encore beaucoup à la télé, des vieux soixantenaires qui percutent que dalle, etc. Qui pensent qu'Internet c'est un phénomène de mode et qu'un jour viendra, on regardera tous la télé à nouveau. Salut les vieux. Mais voilà, non, en vérité, voilà, les gens que je rencontre aujourd'hui, Marc-Olivier Fogiel a fait savoir qu'il voulait trouver les voies et moyens pour qu'on réussisse, etc. Donc, on va pouvoir diffuser, je pense, BFM TV à l'avenir. Ils vont créer les possibilités pour que ça se fasse, mais pas n'importe comment. Et voilà. Donc, à suivre, voilà. Bon, bah voilà, ça c'est la fin des cartes blanches. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu jusqu'à présent.